Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Alors si vous deviez nous résumer l'épisode 1. L'épisode 1, on a parlé de notre rencontre, comment quand on s'est rencontrés, on n'était pas du tout dans le même monde, et puis comment au fil des ans et de se connaître, notre amitié elle s'est transformée en amour. Puis ensuite, on s'est remémoré notre installation ensemble, et nos divergences sur la volonté d'un enfant à cause d'un vécu qu'on a eu ensemble sur une interruption de grossesse. Et on a terminé l'épisode sur quand j'ai découvert que j'étais enceinte pendant que j'étais au travail. Et donc raconte-nous, c'est parfait. Raconte-nous, donc tu es avec cette interne qui te rattrape, qui te fait une prise de sang. Ouais, la prise de sang, une demi-heure plus tard, il m'apporte le résultat qui est positif. Ouais. Et du coup, je me rappelle, sincèrement, je savais pas comment réagir. Du coup, je suis allée en salle de pause retrouver ma collègue qui était avec 2 autres collègues. Et là, elle me dit « Alors ?» Et je lui fais « Je suis enceinte ?» Et là, je me suis mise à pleurer. Elle me dit « T'es contente ?» Je lui dis « Oui, mais Quentin, il va me tuer. » Après, j'ai passé le reste de ma nuit, mais vraiment en stress total, en me disant que ma relation était terminée, quoi. Tu vois, parce que moi, j'étais là, c'est mort, moi, je ferais pas d'IVG, je veux garder ce bébé. Et tu pensais j'étais là, vraiment mais du coup, je pense que ma relation est finie, quoi. Ouais. Pour toi, Quentin, ça aurait été un refus. En fait, je pense qu'au fond de moi, non. Mais en fait, si tu veux, vraiment, l'engueulade qu'on avait eue 2 semaines avant avait été tellement, pas violente, mais elle avait été tellement intense que, genre, en fait, je me voyais mal lui imposer un choix de vie dont il avait pas envie, en fait. C'était plutôt ça. Ça, vous l'aviez évoqué pendant la dispute ? Non, mais Ok. par contre, moi, je lui avais dit que j'attendrais pas pendant 1000 ans. Ok. Voilà. Ah, t'as pas attendu 1000 ans. Oui, Non. 15 jours. Mais je me rappelle, pendant la dispute, je lui avais dit que la seule raison pour laquelle j'étais pas enceinte maintenant, c'était parce que je l'attendais, mais qu'en vrai, si ça tenait qu'à moi, j'irais faire un bébé toute seule en tant que célibataire, en fait. Donc t'avais vraiment un désir d'enfant puissant. C'était vraiment... Et donc, tu finis ta garde. Je finis ma garde, je rentre à la maison, lui aussi, il était de garde. Je rentre à la maison, il était déjà là. Je m'en rappellerai toute ma vie. Genre, je suis rentrée à la maison, il me fait « Salut !» comme ça, en se retournant. Et là, il me voit et il se lève du canapé. Il me fait « Ça va ?» Et là, je lui fais « Assieds-toi. » Je me demandais bien ce qu'elle allait m'annoncer. Je dis « Assieds-toi. » Et je lui ai dit, en vrai, je te l'ai dit. Hein. Je lui ai dit « Bah voilà, je suis enceinte. » Et s'en est suivi un gros blanc. Du coup, j'ai fumé ma dernière cigarette à ce moment-là. La dernière cigarette de toute ma vie, tu vois, je me rappelle. Ouais. Et Quentin, il se lève. Il faisait en gros les 100 pas dans l'appart. Vous aviez toujours pas parlé ? Non. Ah, j'avais pas ouvert la bouche. Ah, Et moi, j'étais là, genre. Comme ça. il se passait quoi dans ta tête, Quentin ? Impossible à dire, mais tu m'aurais posé la question 10 secondes après, ou là, 3 ans après, je ne sais pas. Ouais. Genre vraiment, dans ma tête, c'était un bordel monstre, quoi. Je savais pas, tout se mélangeait en même temps. D'un côté, je peux pas, je vais pas dire non plus, parce que après, je sais plus ce que j'ai dit en premier. Si, moi, je sais ce que t'as dit en le premier premier. truc que j'ai dit, c'était une connerie. Oui, le premier truc qu'il m'a dit, c'est en gros, il s'est rassis à côté de moi et il m'a dit ok, auquel de mes potes je le dis en premier. Oui, voilà, c'est ça. Et moi, j'ai dit attends, t'as brûlé des étapes. J'étais déjà genre. Et là, je lui dis mais est-ce que t'es content ? Et je me rappelle, tu m'as dit bah je pensais pas, mais je suis trop content. Trop bien. Donc voilà, donc c'est tout ça qui se mélange en même temps. C'était la panique de se dire que toute ma vie va changer. En même temps, je regardais l'appart et j'étais là, mon Dieu, mais c'est impossible d'avoir un enfant dans cet endroit. Non, parce que une semaine avant, j'avais un mec tout bourré qui était rentré à 8h du matin dans l'appartement en passant par la fenêtre. Ah oui. Voilà, donc je me disais, bon, je pense qu'il va falloir déménager. Qu'est-ce que je vais faire avec mon boulot, vu que je travaille de nuit ? Qu'est-ce que je vais, comment je vais l'annoncer à ma famille, vu que je me suis remis avec Sacha il y a même pas 1 an et que déjà c'était compliqué l'installation ensemble. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses en 5 minutes quand même. Ah mais ça fuse. tempête sous un crâne. C'était pas hein, 5 minutes. En vrai, il a pas parlé pendant
Un bon quart d'heure, je Ouais, pense. je pense que ça durait 15 minutes. Oui, un ouais. bon quart d'heure. Il est parti chercher une bière dans le frigo, je me rappelle. Qui a primé à la fin, c'était évidemment positif. Enfin, je pense que ça s'est vu par rapport à comment Sacha le raconte. C'était plein d'émotions mélangées en même temps et enfin, un gros bazar dans ma petite tête. Ouais. Moi, je l'ai engueulé après. Parce que du coup, je lui ai dit ça valait bien le coup de me faire chier. Vous avez attendu combien de temps pour l'annoncer? Bah, du coup, 12 heures. Ah oui. C'est ça, genre, je lui dis, non mais, je lui dis, écoute, je lui dis, toi, tu fais ce que tu veux avec ta famille, c'est ta famille et tes potes. Je lui dis, moi, si jamais il y a quoi que ce soit, je vais être entourée. Donc en fait, je vais le dire à tous mes potes et à toute ma mif. Et le lendemain soir, donc on retourne en garde, il m'appelle avant que je prenne mon service, il me dit oui, j'ai croisé ma mère au taf parce qu'elle bossait dans le même hôpital. Et il me dit bah du coup je lui ai dit, je dis ah mais c'est pas possible. Mais en même temps, oui, je comprends. Vous bossez dans le même On hôpital. bossait dans la même équipe, même. Ah ouais, Ah ouais. non, c'est compliqué de garder le secret. Bah, elle a vu tout de Bah, suite. c'est surtout, elle m'a vu, elle a Ouais. vu ma tronche, elle m'a dit qu'est-ce que t'as. J'ai dit rien, ça va trop bien, mais pas de problème, tout va bien. Et puis enfin, elle m'a cuisiné pendant un quart d'heure et puis bon, face à sa mère, on est peu de choses. Hein. Donc ouais, évidemment, j'ai fini par lâcher le morceau. Et d'ailleurs, elle m'a fait, enfin, elle m'a fait penser à moi dans sa réaction parce que quand je lui dis, elle me regarde, elle me fait. Mais t'es content? Je lui ai dit bah oui, et au moment où je lui ai dit oui, genre là elle a écarté les bras, elle a roulé de trop joie, elle m'a fait un énorme câlin, etc. Mais au début c'était vraiment mais t'es content? J'ai cru qu'elle était restée silencieuse pendant un quart d'heure. Elle était partie Non. chercher une bière dans le frigo. Non, mais c'était trop marrant. Mais de toute façon, moi, j'aurais pas pu le cacher. Tu sais, j'ai été tellement malade que de toute façon, c'était impossible pour moi de le cacher. Quoi. Ouais, Dans tous les cas. C'est pas Donc, faux, ça. je dormais et je vomissais. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait pendant les 5 Oh, premières le pauvre. semaines qui ont suivi. C'est l'enfer. Est-ce que vous avez imaginé des stratagèmes pour du coup les annonces, pour l'annoncer à vos Pour proches. son père. Ouais. Tu sais, on lui avait fait croire que j'avais un parasite dans le bide et que c'était pour ça que Ah oui, j'étais c'est malade. Il a dit, mais en combien de temps t'en guéris? Quand il a fait, bah, 9 mois à peu près. C'est génial. Voilà, mais sinon. Donc en fait, c'est non. plutôt 18 ans. Oui, c'est vrai. Et encore, clairement. plus tard. 18 ans, c'était de la chance. Ouais. On fait des annonces assez classiques, genre si ma grand-mère pour Noël, Ah oui, c'est vrai. Sacha lui avait fait une belle enveloppe, etc. Et on avait pris des photos de la première Ouais. l'échographie des 3 mois. Et on les avait mis dans l'enveloppe pour ma grand-mère à Noël. Ça, ouais, pour elle, on avait J'avais fait un truc un oublié peu qu'on avait particulier. fait ça. C'est Ah, trop c'est bien. cool. Puis après, une semaine après, je lui ai mis une bombe sur la tronche à Quentin. Je lui ai dit, bon, alors maintenant, je dis, je veux faire un accouchement à domicile. Ah ouais. C'est comme ça. Il m'a fait, j'ai dit, j'ai déjà appelé la sage-femme. Alors, Très précisément, ma réaction c'était non. pourquoi ta réaction c'était non? Bah parce que du coup, on a quand même vachement cette idée hyper ancrée en France de l'accouchement à l'hôpital, etc. Ouais. Encore plus quand on travaille dans le milieu hospitalier, sachant que moi en plus j'ai travaillé aussi en salle de travail, donc enfin pour moi c'était la norme en fait. Et c'est vrai que quand tu sors de la norme, comme pour n'importe quel autre, t'as toujours la peur un peu qui vient en premier parce que tu nages un peu dans l'inconnu. Mais pour le coup, Sacha fait un énorme travail de pédagogie vis-à-vis de ça. On en a discuté pendant très longtemps. Elle m'a fait voir des reportages, lire des articles. Elle m'a fait regarder Ouais. ce qui se passait dans d'autres endroits dans le monde, aux Pays-Bas, aux États-Unis, etc. Je lui ai expliqué aussi ce que lui-même, il voyait en salle de naissance. Qu'en fait, il voyait sans voir, Ouais. tu vois. Et ça t'est venu où ce besoin d'accoucher à la maison? Eh ben, ça m'est venu où? En fait, ça m'est venu de mon expérience professionnelle. Tu vois, la première fois que j'ai foutu les pieds en maternité, j'étais étudiante encore. Et déjà là, à cette époque-là, il y avait des trucs qui m'interrogeaient beaucoup. Et quand je posais la question aux soignants, on me répondait pas, parce qu'en fait, ils n'avaient pas la réponse. Et à mon bilan de mi-stage, on m'avait dit que je posais trop de questions et que ça mettait mal à l'aise l'équipe soignante. Et du coup, j'étais là, ok, donc il y a C'est vraiment ridicule. un problème en fait. Ouais. Sauf que j'arrivais pas à aller plus loin que ça. Parce que en France, on s'y intéressait pas du tout à cette période-là. Tu vois, c'était en 2016, non 2015, ouais, un truc comme ça. Et donc, c'était l'hôpital à tout prix au cas où. Tu Ouais. vois. Sauf que j'ai vu trop de trucs qui m'ont scandalisée et surtout qui m'ont interrogée, tu vois. Et puis après, j'ai bossé en réa néonate. En bossant en réa néonate, on a des bébés à terme parfois. Ouais. Et en fait, tu sais, les bébés qu'on avait où les grossesses étaient parfaites, tu vois, et en fait, il y avait un truc qui avait merdé à l'accouchement. Donc,
moi, j'ai toujours été curieuse de ça, donc j'allais fouiller un peu dans les dossiers et tu sais, je voyais des trucs où je trouvais ça bizarre, tu vois. Et donc, du coup, je me suis interrogée. Après, Quentin a raison, je me suis documentée à mort. Du coup, en fait, mes interrogations, elles m'ont menée vers des lectures d'études de partout. En plus, pour ton plus grand bonheur, quand un sujet m'intéresse, moi, je deviens obsessionnelle sur le sujet. Donc, tout ce que j'ai pu bouffer en littérature, je l'ai fait. Et du coup, ça a répondu à beaucoup de mes interrogations. Mais après, je m'étais jamais posé vraiment la question pour moi. Et donc, quand j'ai su que j'étais enceinte, genre, en fait, tout de suite, je me suis dit, c'est hors de question que j'aille en maternité. Parce que j'ai vu trop de choses et je sais trop de choses. Donc, je ne veux pas aller en maternité. Et du coup, il y avait plusieurs options. Donc, la première option, en vrai, à laquelle j'avais pensé, c'était les maisons de naissance. Sauf que les maisons de naissance, c'est très compliqué en France. À Paris, à l'époque, il n'y en avait qu'une. Ouais, je connais pas du tout, moi. C'est C'est quoi? où? C'est au Lilas ou au Non, Bleuet? c'est au Bleuet. Ouais, Bleuet. C'est quoi? En gros, la maison de naissance, c'est une structure qui est gérée entièrement par des sages-femmes. Et donc, c'est des accouchements qui sont complètement physiologiques. C'est littéralement comme à la maison. Ok. Sauf que, d'ailleurs, la maison de naissance de Paris s'appelle comme à la maison. Sauf qu'elles sont rattachées à une maternité au cas où. Ok. Si t'as besoin de césarienne, tu passes sur la maternité. Voilà. Et il y en a très peu en France, Ouais. malgré les nombreuses études qui montrent Ouais, que à c'est quel trop point bien. c'est bien. Ouais, j'avais pas envie de me fatiguer. Et en plus, la personne que je voulais auprès de nous, donc ma doula, c'est pas n'importe qui, c'est ma meilleure copine, mais genre, c'est même plus que ça, tu vois. C'est Indescriptible. indescriptible. Voilà. Ok. Pour Et, ceux qui connaissent pas ce terme, tu peux expliquer ce que c'est Une doula, ça va être une professionnelle qui accompagne le couple pendant la grossesse, l'accouchement et la période du postpartum et qui va s'occuper de toute la charge émotionnelle des parents, Ok. notamment. Moi, je voulais que ma doula, ce soit donc Marina, elle s'appelle Marina, elle habite aux États-Unis. Et je savais qu'en structure, il la refuserait. Et donc, pour moi, ça, c'était pas possible non plus. Et du coup, j'ai dit, on va faire un accouchement à domicile. Et donc, j'ai appelé la sage-femme tout de suite parce que je savais qu'il fallait s'y prendre beaucoup, beaucoup à l'avance. Parce qu'il y en a très peu. Et donc en fait, pratiquement dès que j'ai su que j'étais enceinte, je l'ai appelée parce que je me rappelle la première fois que je l'ai eu au téléphone. Genre, elle m'a noté dans son petit calendrier et elle m'a dit, écoute, tu me rappelles une fois que tu auras fait tes premières analyses sanguines, ton échographie de datation, etc. Tu vois, je me suis vraiment prise à l'avance. Et après, je l'ai dit à Quentin. Et Quentin, en vrai, il n'a pas été trop dur à convaincre. Par quelles étapes t'es passé? Non, mais du coup, comme je disais au départ, plutôt contre. Comme je disais, je m'attendais pas. Enfin, je voyais pas comment ça pouvait se passer. Puis justement, j'avais peur de tout ce qu'on nous met un peu dans le crâne, quoi. Mais et si il y a, je sais pas, moi, une hémorragie de la délivrance. Et puis si il a le cordon autour du cou. Et puis si. Moi, j'ai ça en tête. Et puis c'est vrai que quand en plus on travaille dans le secteur médical, on a forcément tendance à penser au pire un peu tout de suite, quoi. C'est que vraiment ce qui m'a aidé, c'est la documentation que Sacha m'a mis entre les mains, quoi. J'ai pu voir des témoignages, des analyses statistiques. Elle a pu m'expliquer aussi comment ça se passait, comment ça se déroulait, qu'est-ce qui permettait de sécuriser justement en cas de problème. Et du coup, c'est vrai que j'ai été assez vite rassuré. Et puis quelque part, en prenant un petit peu de distance, en fait, on se rend compte que c'est juste... ça a rien d'anormal, en fait, d'accoucher chez soi. Enfin, je veux dire, on l'a fait pendant 8 ou 9 000 ans. Il y en a plein qui le font encore. Il y en a plein qui le font encore. A priori, l'espèce humaine s'en tire pas trop mal. Ouais. Donc, c'est que normalement, on doit pouvoir se passer de l'hôpital pour un accouchement. Et puis, c'est vrai que c'est aussi assez facile de voir les avantages que peuvent avoir l'accouchement à domicile. C'est vrai que le fait d'être dans un cadre serein, sécurisé, être chez soi, ne pas avoir le stress de « Ah putain, j'ai oublié le sac dans l'entrée ». Le fait de ne pas avoir les soignants qui passent toutes les heures ou toutes les 2 heures dans la chambre en demandant ça va, tout va bien, alors que oui, juste laisse-moi tranquille, en fait. Le fait de retrouver son lit, d'être confortable, puis même pendant le travail, quoi, de se dire parce qu'on était quand même aussi toujours un peu dans la période du Covid, hein, c'était quand même encore cette époque-là. Et le fait de me dire quoi qu'il se passe, on m'empêchera pas d'entrer. Parce que ça, pour le coup, j'en ai vu en salle d'accouchement. Des papas à qui on dit non, vous restez dehors, monsieur, vous êtes bien gentil, mais mesures sanitaires, machin. Au moins, là, je me disais, si on fait ça à la maison, personne ne va m'empêcher de rentrer chez moi, a priori. Ouais, c'est ça. Mais tu as tout à fait raison, tu vois, j'ai oublié de le dire dans les raisons pour lesquelles je me dirigeais là-dessus aussi, c'est que c'est vrai, pendant le Covid, nous, on a des souvenirs, ils étaient par dizaines, quoi, les pères devant les urgences, à attendre qu'on les appelle, tu vois. Ouais. Et pour moi, ça, c'était juste pas possible. Genre, c'était hors de question que ça se passe comme ça. Puis au-delà de l'accouchement lui-même, les jours qui suivent. Pendant les jours qui suivent et tout, ça, c'était pas possible. Et puis, il y avait aussi ce truc de... On voulait pas que... Tu vois, c'est le moment le plus intime de nos vies. On voulait pas que ce soit des gens qu'on connaît pas et qui nous connaissent pas, surtout.
Parce qu'au final, ça a été des gens qu'on connaissait pas. Ouais. Bon. Mais n'empêche que on voulait que les soignants qui s'occupent de nous ce jour-là, ils nous connaissent. Ouais. Tu vois, notre sage-femme, elle était, je vais la citer, Sidonie Le Poupeti. C'était On la notre salue. sage-femme. Et elle a été merveilleuse pendant tout le suivi. Enfin, c'était notre... Ça a été une rencontre vraiment tu vois, à exceptionnelle. chaque Ouais. fois que je la vois, je me mets à Vraiment. pleurer. Ah ouais. C'est pour te dire, genre c'est plus fort que moi. À chaque fois que je la vois, je me mets à pleurer. Les émotions sont fortes. Ouais, Ouais. c'est vraiment, enfin, elle a été, tu vois, genre sur nos derniers, sur nos derniers rendez-vous de suivi de grossesse, c'était même plus elle qui m'examinait, tu vois, elle avait montré à Cotin comment on faisait. Tu vois, c'était lui qui m'examinait le ventre, qui regardait où est-ce qu'elle était, qui mesurait mon utérus, qui allait écouter le cœur de Yuna. Enfin, tu vois, c'était magique, quoi. C'est trop C'était bien, incroyable. C'était génial. Enfin, vraiment, le gros avantage qu'on a eu avec cette sage-femme, et je pense qu'on a avec beaucoup de sages-femmes dans le libéral, c'est que vraiment, elles peuvent prendre le temps Ouais. de vraiment accompagner, de vraiment être avec, d'écouter, d'être avec ouais. vous, quoi. Et ça, c'est un luxe extraordinaire. Et c'est vrai que Sidonie était, je pense, particulièrement quelqu'un d'exceptionnel. Et de se rendre vraiment acteur de la grossesse de sa conjointe, je pense que c'est un sujet qu'on lancera plus tard, mais être vraiment acteur de la grossesse, ça fait du bien, on se sent inclus, parce que c'est vrai qu'en dehors de ça, on est quand même, on est l'accompagnant, on est à côté, Oui. on regarde, on observe. Là, participer activement, ça change tout. En Ouais. termes d'investissement personnel, ça change tout. Ouais. Puis même en termes de liens, du coup, tu vois. Quentin, il a tissé des liens avec Yuna pendant ma grossesse. C'était très chiant pour moi parfois. Ouais. Ah ouais, parfois c'était très compliqué. Pourquoi Je bougeais tellement que ça m'en collait la gerbe. Ah ouais. Tu vois, donc du coup, je disais à Quentin, je disais, arrête de parler. Tu vas me faire C'était vomir. un enfer. Non mais... je t'assure, tu vois, quand il rentrait de garde le matin et qu'il se... Tu vois, moi j'étais bien tranquille sur le côté, tu vois. Il rentre de garde le matin, il s'allonge à côté de moi et genre Yuna, elle faisait zoup. C'est Tu vois, génial. donc ça me réveillait Je tout de trouve suite. ça Donc, génial, moi moi. j'étais bien vénère d'être Moi réveillée aussi. à 7h du mat. Lui, j'étais content. Enfin, tu vois, il y a eu une fois, elle nous a fait une vraie frayeur quand j'étais genre à 37 semaines, un truc comme ça, où elle a pas bougé pendant longtemps. Et c'est Quentin, tu vois, qui a fini par réussir à la faire bouger. Enfin, il y a eu un vrai truc, et ça s'est vu quand elle est née, Yuna. Quand Quentin se mettait à parler, après qu'elle soit née, genre moi, je voyais des trucs que je sentais dans mon ventre. Ouais. Tu vois, enfin, Et comment vous vous êtes préparé à la naissance? on a lu beaucoup. J'ai Ouais. écouté ce qu'elle avait lu. On avait bien évidemment la BD de Lucie Gomez qui s'appelle La naissance en BD, découvrez vos super pouvoirs. Ok. Et qui est une BD, alors le tome 1, parce qu'à l'époque il n'y avait que le tome 1 qui était sorti, en gros t'expliques toute la physiologie de l'accouchement et pourquoi, alors après ça c'est des trucs qu'on savait déjà, mais en gros ça t'explique très concrètement pourquoi le système de santé français qui traite toutes les grossesses comme étant des grossesses pathologiques met en fait des freins sur les naissances et sur les vécus d'accouchement et sur le fait que les accouchements se passent bien. Et en fait, pour moi, alors j'ai appris plein de choses, il y avait des choses que je savais déjà, mais en vrai j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur de quoi était capable mon corps, en fait. Et en fait, pendant la grossesse, à chaque fois que j'avais un moment de doute, c'était ma Bible, quoi. Genre, je le relisais, quoi. Vraiment, c'était ma Bible. Et puis, on se documentait beaucoup. Donc, moi, j'avais besoin de comprendre tout ce qui se passait. Et donc, en fait, j'ai tout raconté à Quentin. Donc, après, on a eu des cours de préparation à l'accouchement par notre sage-femme, évidemment. Mais au final, en fait, on n'a rien appris de nouveau Ah ouais. pendant les cours de préparation parce qu'on Il avait déjà consistait tout en avant. quoi ces cours? C'était les classiques ou... Non. Non, parce que là, du coup, c'était spécifique sur... En fait, on était sur un groupe de naissance, donc il y avait soit des accouchements à domicile, soit des accouchements en plateau technique, donc ça veut dire pas de médicalisation. Donc Ouais, c'est- non, c'était des moments en gros, c'était des moments d'échange avec les différentes mamans qui étaient suivies par notre sage-femme. Ah oui, d'accord. Ok. Du coup, c'était pas vraiment. Enfin, c'est pas l'idée que je me faisais des cours de préparation à l'accouchement. C'est ça. C'était des cercles de parole en fait. Ouais, C'était des réunions. C'était sur place ou à distance? Non, c'était en visio, parce que En visio, comme c'était ah oui, encore avec confinement. les trucs du confinement, c'était Ok. en visio, mais Sidonie, elle nous donnait des infos, tu vois, genre par exemple des trucs tout bateau, mais si jamais on change d'avis et que vous voulez une péri, voilà comment ça se passe, Ok. voilà des choses comme ça. Mais après, c'était beaucoup de réponses aux questions. Je me rappelle qu'une question que Quentin a posée, c'était quand est-ce que je sais quand il faut que je t'appelle pour que tu viennes? Ouais.
Et Sidonie, elle avait dit quand elle te répond plus pendant ses contractions ou qu'elle t'insulte. Quand tu lui parles pendant une contraction. Tu vois, soit elle te répond pas, soit elle t'insulte de tous les noms. Elle dit là, ce sera le signe qu'il faut que tu m'appelles. D'accord. Et comment la doula s'est imbriquée là-dedans ? En fait, donc nous, notre doula, c'était Marina, donc ma meilleure copine de tous les temps. Et donc, elle a fait, en fait, si tu veux, le suivi de grossesse, elle l'a fait depuis New York. Donc, en fait, doula, pas du tout. Marina, ça a été mon journal intime de ma grossesse. En plus, j'étais pas mal seule parce que j'ai été arrêtée très tôt du fait du service dans lequel je travaillais. Donc, j'ai été arrêtée à un peu plus de la moitié de ma grossesse. Mais donc, lui, il bossait encore de nuit, donc j'avais beaucoup de soirées toute seule. Que du coup, je passais au téléphone avec Marina. Merci le décalage horaire. Et en fait, je lui déballais tout. Tu vois, tout ce qui me passait par la tête... toutes mes prises de conscience d'éducation, tous mes trucs, tout ce qui me passait par la tête, en fait, je lui déballais. Et en fait, elle m'a écoutée pendant 9 mois. De temps en temps, on faisait des appels avec Quentin, mais en fait, c'était jamais... comment dire ? C'était jamais genre, je vais appeler ma doula. C'était j'ai besoin de parler et du coup, je vais parler à Marina. Et Marina n'était pas doula avant. C'est-à-dire qu'elle m'avait dit un jour qu'elle aimerait bien être doula un jour. Et quand j'ai su que j'étais enceinte et que je voulais faire un accouchement à domicile, en fait, pour moi, c'était évident qu'elle soit là. Genre, je me voyais pas donner naissance à mon enfant sans Quentin et Marina. En fait, pour moi, c'était pas possible. Et du coup, je lui ai dit, quand je lui ai annoncé ma grossesse, en fait, je lui ai annoncé comme ça. Je lui ai dit, tu te rappelles quand tu m'as dit que tu voulais devenir doula ? Je dis, va falloir t'activer à passer ta certif parce que je vais avoir besoin de toi en juillet, quoi. Et donc, elle a passé sa certif comme ça, mais en fait, c'était mon journal intime pendant ma grossesse. Et après, elle est arrivée en France 2 semaines avant l'accouchement, un truc comme ça, parce que je revenais du Sud quand elle est arrivée. Donc, 2 semaines avant l'accouchement, et elle est restée pendant les 3 semaines d'après, un peu plus. Un peu plus. Et elle nous a mis dans un cocon, tu vois. Elle a tenu Yuna dans ses bras avant Quentin. Quand même. Je suis pas jaloux. C'est un privilège quand même, hein. C'est un bel honneur, je trouve. Mais après, ça s'est fait comme ça, tu vois, c'était pas du tout... c'est juste que j'avais tellement envie de faire pipi, il fallait que quelqu'un me prenne l'enfant. Lui, il prenait des heures à enlever son t-shirt, là, et du coup, j'étais prends-la. Et je lui ai mis dans les bras, quoi. Il fallait que j'aille faire pipi. Ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça, ouais. Et toi, la doula ? Ouais. Après, peut-être que c'était pas la doula uniquement, c'était peut-être aussi avec tes amis, ta famille. Je sais pas si t'as des proches avec qui tu discutais. Vis-à-vis de mes proches, ça a toujours été un peu en dehors de ma mère avec laquelle j'ai une relation assez forte. Avec mes amis, ça a toujours été un peu compliqué. Comprenaient pas forcément ce qui se passait, etc. Les réponses n'étaient pas toujours adaptées. J'ai même plus ou moins perdu un de mes meilleurs amis dans ce processus-là. Voilà, quoi. Il y a des phrases que j'oublierai pas, quoi, du genre. C'était justement, comme disait Sacha, 2 semaines avant l'accouchement, elle était partie dans le sud. Et du coup, moi, j'avais une dizaine de jours tout seul à la maison. Donc, évidemment, je rameute les copains pour faire une dernière petite soirée comme quand on était ado. Des bières, des chips. Et du corn. Parfait. Exactement, du corn et une console, et puis c'est parti, on va s'amuser toute la nuit. Un groupe de musique, Clem. Ah, merci. Non, mais, je pense que dans ceux qui vont nous écouter, tout le monde connaît. Voilà, tout le monde c'est avec le R à l'envers. D'accord, ok. Et voilà, donc du coup, on profitait de cette dernière soirée-là, et puis à un moment, je dis quand même, attends, vous vous rendez compte, dans 3 semaines, dans 3 semaines, je suis papa, quoi. Et un de ces potes-là qui, du coup, lève la tête et me dit ça va, elle est pas encore arrivée, ta môme, tu vas pas commencer déjà à nous faire chier. J'étais là, genre. Waouh, d'accord. Refroidi. J'étais là, bon, d'accord. La vache. C'est pas sympa. Ouais, non, mais je pense que c'était dit sur le ton de l'humour, sauf que. non. C'est pas drôle. Non, sauf que à 3. De base, c'est pas très drôle, mais alors à 3 semaines de l'arrivée, là, c'est juste carrément déplacé, en fait, quoi. Voilà, du coup. Vis-à-vis de mes potes, ça a été un peu... Il y a eu une petite fracture quand même. Il y a tout un contexte qui a fait que déjà les choses étaient un petit peu compliquées vis-à-vis de Sacha, etc. Mais là, en plus, le fait de devenir parent face à des gens qui sont à des années-lumière, même encore 2 ans et demi ou 3 ans plus tard, ils progressent un peu, ils ont un peu mieux compris maintenant, mais à l'époque, ils étaient à des kilos années-lumière de ce que j'étais en train de vivre. Et du coup, c'était un peu compliqué d'échanger.
Après, bon, heureusement, donc il y avait Sacha, parce que avec Sacha, pour le coup, on échangeait énormément. Enfin, on avait une parole qui était très très libre. Je pense qu'on s'est jamais mis de barrière dans ce qu'on pouvait se dire, bon comme mauvais. Il n'y avait pas de jugement dans ce qu'on se disait. Et ça, je pense que l'arrivée de ma parentalité et ma parentalité par la suite n'aurait pas du tout été la même si j'avais pas eu cette liberté avec Sacha. La famille, où là pour le coup vraiment j'ai de la famille dont je suis très proche et qui eux pour le coup sont parents, etc. et ont pu beaucoup plus m'accompagner, m'aider, même des collègues de boulot, voilà, des gens plus surprenants où on s'attendrait pas à pouvoir échanger aussi librement avec des gens comme ça, mais c'est une thématique qui est tellement forte et tellement puissante que finalement en fait on arrive à se retrouver dans l'autre et du coup on arrive à échanger plus facilement des fois qu'avec pourtant ses propres proches, donc c'est un peu un genre de dichotomie là-dedans, mais bon, voilà, c'est par rapport à l'entourage, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et par rapport à Marina, Marina, moi aussi, ça fait quand même quelques années que je la connais, c'est quelqu'un dont je suis très proche. Et pour moi aussi, ça m'a fait beaucoup de bien d'être là, parce que je me disais, si à un moment je flanche, moi aussi j'ai du soutien. Parce que voilà, t'as confiance, quoi. C'est ça, un accouchement c'est long, c'est éprouvant, c'est... Même quand on est que entre, je mets des très grosses guillemets encore, spectateurs, ça reste quand même hyper violent en termes de charge émotionnelle, de voir sa conjointe en train de hurler, de se dire qu'il y a sa fille qui est en train d'arriver, il y a tout un contexte qui peut te faire perdre la boule. Et le fait de dire que tu as quelqu'un sur qui tu peux te raccrocher à ce moment-là, c'est un luxe phénoménal. Et est-ce que tu te rappelles ce qui te faisait peur avant l'accouchement ? Sur l'accouchement lui-même ? Ouais, il y a des choses qui t'angoissaient en particulier ou... Non, concrètement, sur l'accouchement, non, j'étais pas angoissé. Vu que T'étais confiant ? J'étais hyper confiant. J'avais 100% confiance en Sacha. Elle avait tellement bien préparé son truc, pas dans le sens où tout était cadré minute par minute, faut faire comme ci, faut faire comme ça, mais dans sa manière de l'appréhender, etc., elle était tellement sereine que de toute façon, moi, ça pouvait pas me stresser. Et après, alors je sais pas si c'est du naturel ou si c'est de la déformation professionnelle, mais de toute façon, en situation de tension, j'ai un peu tendance à au contraire, prendre beaucoup de recul et à rester très très calme, alors que je suis quelqu'un de très nerveux et très stressé de base. Je pense que ce mélange de tout ça, de bonne préparation, d'être à la maison aussi, évidemment, d'être dans un cadre qu'on connaît, et en même temps de savoir que on est dans une situation de stress, mais s'il y a bien quelqu'un qui a besoin de soutien à ce moment-là, c'est pas toi mon copain, c'est bien Sacha. Du coup, forcément, tu prends un peu plus de recul et je pense que tu mets un peu toi tes angoisses en retrait en te disant non, là de toute façon, si on a besoin de toi, il faut que tu sois prêt, quoi. Donc non, pas, franchement, j'appréhendais pas, et pendant l'accouchement, j'ai aucun souvenir de stress, d'angoisse. Au contraire, je veux dire, en plein milieu, je me suis barré faire mon petit café dans ma cuisine. J'ai passé 6 heures à raconter les conneries et à sautiller sur le ballon. Sur les photos, on rigole tout le temps. Mais ouais, sur les photos de l'accouchement, alors soit c'est des photos où je suis en pleine contraction, donc je rigole pas trop. Oui, soit c'est des photos en dehors de mes contractions, et du coup, on est tout le temps en train de rire. C'est fou, tu vois. C'est trop bien. On en parlera dans le prochain épisode. Ouais. Ça crée de l'ocytocine, on est bien, tout ça, c'est ça. Ouais, c'est clair. Ouais. Là, je suppose que à la maison, t'es bien, t'es chez toi, ça doit être un vrai boost. Quand tu as la raison sur la notion de confiance, tu vois, ça a été un truc qui a été, ça a été genre le fil conducteur de toute la grossesse. Ouais. Tu vois, c'est que on avait confiance en tout. On avait confiance l'un dans l'autre. Quentin, il savait très bien que jamais je prendrais de décision qui pouvait potentiellement mettre notre bébé en danger ou moi. Tu vois, je suis quand même allée m'inscrire à une maternité de type 3 au cas où. Okay. Et je m'étais même inscrite au plateau technique de ma sage-femme au cas où je changeais d'avis sur la péridurale. Okay. Mais alors, je reviens sur le côté plateau technique. Je suis désolée, je ne sais pas ce que c'est. En fait, un plateau technique, ça va être une sage-femme libérale qui a un arrangement ou un partenariat avec une maternité qui lui cède, en gros, qui lui laisse à disposition une salle où elle peut s'occuper de ses patientes. D'accord. Voilà. Okay. Donc, du coup, mais quand tu es en plateau technique, il faut quand même aller s'inscrire, il faut faire la visite... La visite... Ah tiens, on n'a pas parlé de ça. La visite anesthésiste. La consultation d'anesthésie. Mais oui, quel beau moment. Parce que le truc, c'est que de faire un accouchement à domicile, ça nous a confrontés aussi à énormément de violences gynécologiques pendant le suivi de grossesse. Où ils sont culpabilisants par rapport au... Ils sont culpabilisants, ils sont menaçants. Ouais. Celle qui nous a fait l'écho de 2e trimestre, elle m'a fait mal. J'avais un bleu sur le ventre après. Ouais. Comment c'est possible
Ouais. Parce qu'elle était pas contente. Ouais, non, puis elle avait pas. Et puis elle a avait pas pas du l'air tout apprécié en totalement plus honnête. qu'on démonte tous ses arguments un par un. C'était Déjà peut-être pas le meilleur moment. Non, et puis en plus, tu sais, elle a commencé par nous dire, elle nous fait, on avait un peu rigolé, elle nous fait, ah vous faites un accouchement à domicile, ah bah c'est que vous devez rien y connaître. Quand elle lui dit, alors, je suis infirmier, je fais pas mal de mater, et puis ma compagne, elle est infirmière en réanimation néonatale. T'es là, donc si, un peu. Et puis elle nous fait, oui mais si vous avez pris cette décision, c'est que vous avez pas vu assez d'accouchements, ça se passe mal. Et je l'ai regardé, j'ai dit, mais c'est 100% de mon travail. Ouais. Alors, c'est littéralement 100% d'accouchements qui se passent pas bien, quoi. Donc, si. Et en fait, on a, pendant toute l'écho, on a démonté ces arguments un à un jusqu'à ce que Quentin il lui dise, bon écoutez, en fait, Et c'est bon, on a compris voilà. votre point de vue. Ouais. Il lui a dit, on a Je compris pense- votre je Vous pense aimez point de pas vue. ça, mais Voilà, nous, vous c'est ce n'êtes pas qu'on veut. d'accord, nous c'est ce qu'on veut. De toute façon, là c'est parce qu'on vous demande pas un Ouais. avis médical, on vous demande de faire une échographie, Ah, vous faites vos 3 terrible. photos et puis nous on s'en Puis va. après, Merci quoi. elle m'appuyait, elle finit par me faire vraiment mal, donc je lui ai dit, ah vous me Ouais. faites mal, et là elle me répond, ah bah si ça vous fait mal, Oh là là, je peux pas me l'avoir. Voilà. Je la déteste. elle répond, ah bah si vous avez mal à cause de ça, bah attendez les contractions quoi. Ouais. Comme ça, et on était là, mais c'est hallucinant quand même quoi. Et après, quand j'ai fait le C'est- rendez-vous ouais, anesthésiste à la Salpêtrière, donc d'abord j'ai rencontré le chef de service parce que Jackie Nizar, il s'appelle, il est tout à fait favorable à l'accouchement à domicile. C'est d'ailleurs pour ça que il accepte de récupérer les transferts à la Salpêtrière. Donc c'est là-bas, donc j'ai rendez-vous avec lui, il me dit très bien. Au début, il me demande ce que je vais refuser comme soins médicaux d'avance. Parce qu'il y a une partie de la population qui accouche à domicile qui en fait veut pas du tout d'actes médicaux. Ok. Et du coup, moi je lui dis, bah écoutez, je lui dis je refuse rien. Je dis parce que si je finis chez vous, c'est qu'il y a un problème. Donc en fait, faites-moi tout ce qu'il faut pour qu'on soit en bonne santé, quoi. Genre, je refuse rien du tout. Et il me dit, ah ok, machin. Après, je vais faire le rendez-vous anesthésiste à la Salpêtrière. Depuis, j'ai revu professeur Nizar qui m'a dit que cet homme avait été poussé dehors. Ah. Tant mieux. Mais je me rappelle, il me dit, il lève même pas les yeux du dossier. Il me dit, mais pourquoi vous inscrivez que maintenant? Parce que j'ai déjà alors, à la moitié de la grossesse, tu vois. Et je lui dis, mais parce que c'est un accouchement à domicile. Et là, il lève les yeux, avec énormément de dédain. Il me fait, ah, vous faites partie de ces bonnes femmes-là. Il me fait Oh ça comme ça. là. Bah, lui Je te non plus, jure. je peux pas me le voir, tiens, voilà. Non, mais je te promets. Et après, tu sais, donc il me demande C'est tous les incroyable. examens pour voir s'il peut me poser une péri, tout ça. Donc je fais le dos rond et il voit, enfin il sent, je sais pas, enfin bref, il se rend compte que j'ai une sciatique. Et il me fait, ah, vous avez une sciatique, machin. Je dis oui. Il me dit, ah bah si on vous pose une péri, il faudra faire attention. Et du coup, je le regarde, je fais, mais vous faites pas attention d'habitude quand vous posez une péri? Tu vois, et il a pas su quoi me répondre. Et moi, tu vois, et en sortant de là, j'ai appelé Quentin. J'ai dit, mais ça m'a conforté dans mon choix, en fait. Enfin, je dis, les soignants, ils savent même plus ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Enfin, pour moi, c'est pas possible, quoi. Et après, l'anesthésiste du plateau technique, parce que c'est pas fini, l'anesthésiste du plateau technique regarde mon ventre et me dit, mais vous avez des jumeaux? Je dis non. Et elle me dit, mais on vous a estimé le poids de votre bébé? Et à ce moment-là, elle était genre, je sais pas, 2,7 kg, un truc comme ça. Enfin bref, je sais plus. Et là, elle me fait, ah non, mais avec un bide pareil, je peux vous assurer que ça va être un bébé d'au moins 3,7 kg. Pour le sortir de là, bonne chance, quoi. Comme ça, elle me dit. Merci, Et là- je vous avais demandé quelque Non, chose. mais ça, se et là, rend elle pas m'a compte, fait hein. tout un discours très culpabilisant de vous mettez en danger votre enfant et blablabli et blablabla. Enfin bref, le truc un peu classique. Et en fait, elle m'a chamboulée. Et en sortant de là, je me suis dit que si j'avais pas toutes mes connaissances professionnelles, mais aussi toutes mes connaissances empiriques que j'ai eues par les bouquins et tout, genre, je pense que vraiment, elle m'aurait fait douter Et t'as relu ta de BD. mon choix. Ouais. J'ai relu ma BD. Tu Non, mais serais surtout, peut-être j'ai appelé ma reparti sage-femme sur en sortant de là. Et je lui ai raconté, parce que c'est quand même dans son plateau technique, quoi. Donc, je lui ai raconté l'entretien et à quel point c'était scandaleux. Et après, quand on lui a parlé de... Parce que du coup, elle avait vu mon bleu, tout ça. Elle nous a conseillé une sage-femme qui faisait des échographies pour faire nos échographies d'après. Et celle-là, elle était merveilleuse. Genre, et on était là, mais pourquoi on n'est pas venu la voir dès le début? C'est fou. Le premier qu'on avait vu était bien. Ah C'est fou oui, qu'ils oh là là, culpabilisent il est à ce chouette. point. Je comprends pas. Ça va pas dans leur sens. Mais c'est Alors, parce en fait, c'est parce qu'ils ont peur. En fait, c'est parce qu'ils ont peur et du coup, c'est une peur qu'ils transposent sur toi. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent.
Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent évidemment. Bisous!